Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui dans Personnalité, je reçois pour vous un humoriste. C'est au Théâtre Saint-Denis à Montréal et au Hall Tony Garnier à Lyon, en première partie du spectacle de Gad Elmaleh, que Nive fait ses premiers pas dans le monde de l'humour. En 2011, il est en nomination pour Révélation du Festival pour rire. Avec ses origines marocaines et son éducation nord-américaine, Nive possède toutes les caractéristiques qui lui permettent de voyager avec aisance à travers les diverses cultures, les accents, les mœurs et les folies. Sur ICI Télévision, pour vous, Nive. Bonjour Nive. Salut. Bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est magnifique ici, c'est beau. Alors moi j'ai une question là, je pense que c'est une question fondamentale. La base. Nive. Nive, oui. Diminutif, est-ce que ton nom... non, c'est mon prénom. C'est bon que tu dises diminutif parce que non, c'est un vrai prénom, ça s'écrit N-E-E-V. Et quand je suis né, mon grand-père a appelé pour dire félicitations à ma mère. Et alors ma mère elle lui annonce j'ai un garçon. Ah, très bien. Et comment il s'appelle? Elle lui dit Nive. Il n'a pas compris. D'accord, allez, au revoir. Et la tante, alors, comment il s'appelle? Mise. M-I-S-E. Mais toi, c'est quoi ça? Mais oui, c'est un diminutif de Moïse. Mais oui. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment original. Nive, en fait, c'est en hébreu, ça veut dire murmure. En fait. Murmure. Ouais, murmure. Ouais. Pourquoi? Est-ce que tu as une raison? Est-ce qu'il y a une raison derrière ça? Alors, la raison de base que ma mère m'a donnée, qui n'est pas du tout poétique, elle m'a dit Yves, j'aimais pas. Yaniv, je trouvais ça nul. Nive. Voilà. Ok, ouais, bon, alors c'est parfait. Alors, Nive, vous êtes humoriste? Oui. Effectivement. Ça fait combien d'années que vous évoluez? 10 ans aujourd'hui. Ça fait 10 ans, non pas aujourd'hui, le 3 novembre 2009 ça a été le début, donc le 3 novembre 2019 ça fait 10 ans que je fais des blagues, c'est fou quand même. En 10 ans, comment est-ce que vous pouvez résumer votre carrière? Tellement cool. C'est tellement cool. C'est beaucoup de travail, c'est de l'acharnement, c'est dur, c'est long, mais c'est cool, man. Et je souhaite à tous les gens qui nous écoutent, tous les jeunes, de trouver ce qu'ils aiment dans la vie et d'être capables de le faire. Parce que ça vaut tout l'or du monde. Ouais. Mais c'est pas facile quand même en tant qu'humoriste. Ben, rien n'est facile dans la vie. Si c'était facile, ça serait nul. Non, c'est pas facile, mais c'est justement, puisque c'est difficile, autant trouver quelque chose qu'on aime, quoi. Et prendre le risque de faire ça. Et c'est un métier dur, mais à la fois d'une vérité désarmante. Là, c'est très vrai comme médium. Tu sais, tu parles à des gens, ils te disent oui, ils te disent non, et c'est là, tout de suite, instantané. Il n'y a pas de décalage. Et ça, c'est à la fois, quand ça marche, c'est de la drogue, là, c'est de l'adrénaline dur. Et quand ça marche pas, c'est dur. C'est très dur. Parce que tu te sens tout seul, tu te sens à poil, tu es sur scène, toi avec ton micro, et X nombre de gens qui te regardent et qui te disent en même temps, nah, man. C'est ton coin. Mais c'est ce qui fait sa force aussi, c'est cette vérité-là qui est... Une fois que tu goûtes à ça, c'est dur après de faire du ça, c'est bien dit. Puis moi, je vais souvent dans des spectacles d'humour, ouais, là, franchement. ouais. Et puis, je sais qu'il y a un stress derrière tout ça. Comment est-ce que tu te sens quand tu es devant un public et que tu vois la foule qui est comme « Ah non, là, cette blague-là passe pas ». Eh bien, écoute, ça a évolué comme sensation. Au début, tu es jeune et bête et tu le dis « Ah, public de merde, ils me comprennent pas. Après, tu évalues, tu dis « Tu sais quoi, peut-être ma blague était pas bonne. » Et après, c'est en mode « Ah, ça, il y a eu consensus que non, c'est cool. Je peux parler d'autre chose. Je vais faire autre chose. » Ou « Ah, vous voulez pas ça? On y va. » Et là, tu rentres dedans. Il y a des gens qui adorent faire ça. Il y a des humoristes qui aiment créer des tensions, des malaises, le casser avec le rire après, parce qu'au final, il faut rire. Mais il y a des gens qui tripent là-dessus, qui adorent le faire. Alors, ce qui est fou, autant c'est préparé, il n'y a pas un numéro d'humour qui n'est pas écrit à la virgule près. Tu vois. Autant c'est toujours à refaire. Et tu joues sur scène, je parle, mais j'écoute, je vois, je sens, tous mes sens sont en ébullition au même moment, et c'est ça qui fait que ce métier est intéressant. C'est pas que de la performance. Il y a une symbiose que tu dois créer tous les soirs avec des gens que tu connais pas et qui te connaissent pas et qui peut-être ne veulent pas te connaître. Ils sont pas sympathiques à toi, c'est possible, là ça arrive. Alors sur le Théâtre Saint-Denis de Montréal, quand vous avez découvert, que je me suis découvert aussi. Mais racontez-nous ça. Mais je savais pas du tout. Moi, je suis musicien dans la vie. Je poursuivais une carrière en musique. Je suis toujours musicien, mais j'essayais de faire ça comme job. Et j'avais mon groupe, mon band, qui était booké dans le festival Séfarade, le festival de ma communauté.
Et Gad Elmaleh était booké là aussi, au Théâtre Saint-Denis, le gros spectacle du festival. Et il a demandé une première partie dans la communauté. Et la productrice que je connais très bien, et le meilleur ami de Gad, qui est un ami à moi aussi, ont commencé à me chauffer, tu devrais le faire et tout. Je suis pas humoriste, c'est pas ma job. Oui, tu es sympa, tu es drôle et tout. Et finalement, le copain de Gad m'a vraiment convaincu en me disant, Dude, j'étais avec toi il y a 2 semaines dans une soirée, là, raconte tes histoires du travail, man. Les gens, ils vont adorer, c'est très drôle. C'est pas parce que tu es mon ami, vraiment, vas-y, là. Moi, je suis comme, écoute, qu'est-ce que je risque? Tu sais, ouais. À l'époque, je veux être artiste, je veux faire de la scène. Je me dis, ok, c'est notre. On essaye, go. En plus, Théâtre Saint-Denis, tu le sais pas quand est-ce que tu vas le refaire. C'est énorme comme salle. Je vais là, je raconte effectivement mes histoires de travail. Ça marche, du tonnerre. Et il y a encore des vidéos sur YouTube d'ailleurs de cette première soirée. Je suis vraiment heureux que ça ait été capté. Waouh. Parce que le souvenir que j'en ai, c'est vraiment ce qui est arrivé. C'est ça qui est cool. C'est vrai que parfois, en se regardant, c'est quand on s'analyse encore plus. Là. Oui, et ça match. J'ai pas glorifié ça, mais j'ai pas été trop dur avec moi. C'est mauvais, ça veut dire que c'est clairement pas un produit fini, c'est une étincelle de ça va être bien plus tard. Mais c'était vrai, c'était raw, c'était tellement intense. Et depuis, je reveux ça. On est vraiment, si les humoristes, on est des drogués, mais qui ont réussi à faire de l'argent avec ça, tu vois, c'est vraiment ça. Oui. On cherche cette adrénaline, ce thrill du début tous les soirs, man. C'est ça qu'on veut. Ben, entre nous, Nive, aujourd'hui, on va dire que vous êtes connu. Ben, ça va, pas mal. Ça commence à monter comme il faut. Ben moi, je peux vous confirmer que vous êtes connu parce qu'on vous a vu sur scène et puis on voit que les gens ont hâte de vous entendre. Ah, c'est gentil, merci. Et vos blagues, vous n'allez pas chercher vos blagues très loin. Vous avez un tout petit peu tourné autour de votre fils. Dans le numéro où tu m'as vu justement au Festival de Laval, ça a donné que ça, mais ça tourne en général, ça démarre de moi, de ce que j'ai vécu, de ce qui me dérange, de ce qui me fait rire, de ce qui m'agresse, toutes ces émotions-là que je vis. C'est ça un artiste. Tu subis et tu traduis ça en quelque chose. Une sculpture, une peinture, une chanson, un texte, de l'humour. Donc c'est ça, je pense, un des processus créatifs, ça a toujours été ça. Je veux dire, le premier dude qui a marqué une caverne, il l'a vu, le bœuf, pour le dessiner, là. Il a peut-être eu peur, il a peut-être eu faim, il a peut-être dit, peut-être qu'il goûte bon, ce mec, on va le dessiner. Donc, oui, ça, pour moi, enfin, dans la façon que j'aborde les choses, ça doit partir nécessairement de moi. Il y a d'autres façons de faire. Il y a des gens qui analysent la société comme des anthropologues, des sociologues, des philosophes, et c'est très cool. Je veux dire, j'ai un bac en philo, j'aime ça aussi, mais moi, la façon que ça se génère dans ma tête, l'idée, c'est toujours par quelque chose qui m'arrive. Alors bon, avoir un bébé, ça te chamboule ton existence parce que pour les meilleures raisons du monde, mais man, il y a le avant et le après, tu n'es pas la même personne, c'est pas la même vie, tu réalises 10 000 trucs, donc pour moi, ça a été un élément charnière. Quand tu es plus jeune, tu parles de trucs que tu vis. Ah, j'habite encore chez mes parents, c'est drôle parce que j'avais 25 ans, et au Québec, à 18 ans, tu prends tes clics et tes claques, mais moi, avec ma tête de Marocain, là, ben, tu n'es pas marié, tu bouges pas, tu vois, c'était ça un peu. Et finalement, non, j'ai déménagé, et donc même ça, j'en ai parlé, j'ai déménagé à 27 ans, et les gens me regardaient genre, ouais, et alors? Ah bah chez nous, qui reste jusqu'à 35. Mais c'est ça, tu vois, donc moi, mon processus, il part de moi. Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Alors Nive, on va revenir tout de suite après. Alors, chers téléspectateurs, on se revoit après la pause. Bienvenue, chers téléspectateurs. Nous voilà de retour avec Nive. C'est encore moi. Effectivement. Alors, Nive, en 2011, il s'est passé quelque chose. Vous avez été nominé prix de Révélation. Ouais, ça a été un gros festival pour moi, juste pour rire, cette année-là. J'ai fait mon premier gala, j'ai fait mon premier... c'était le Couscous Comedy Show à l'époque, où je faisais mon premier 45 minutes, 8 soirs de suite. Et le gala, mon premier gala a super bien marché. J'ai eu 2 standing ovations back à back, et c'était comme... j'ai eu ma confirmation de ouais, c'est ça que tu vas faire dans la vie, arrête tout là. J'avais déjà le pressentiment que je tenais quelque chose. Je me disais ouais, ça peut être cool, mais là j'ai eu comme le stamp là, tu vois le cachet. Ouais, c'est bon, tu peux y aller. C'est le plus grand festival d'humour au monde. Ils voient les meilleurs et ils ont aimé ce que je fais. Ouais. Bon, mais après j'ai compris aussi que le travail serait monstrueux. Mais comme je t'ai dit, dans tout tu travailles. Il y a personne qui ne travaille pas. Donc travaille, tu vas travailler. Au moins fais trip. Et ça j'ai vraiment trippé, man. C'était cool. Nive, moi j'ai un petit souci, c'est que c'est passé à un moment donné en France avec le plagiat et tout, les humoristes qui font du copier et tout. Ouais. Qu'est-ce que tu peux comme dire? Est-ce que c'est l'écrit ou c'est... est-ce qu'il y a un défi derrière tout ça? Moi je pense que le métier d'humoriste est d'abord un métier d'auteur.
Je pense que sur scène, c'est la fin du produit. Ferrari, ils font pas de la Formule 1, ils font des voitures. Et après, en Formule 1, ils gagnent parce qu'ils sont bons. Mais d'abord, ils font des voitures. Et je pense que ce qui arrive en France, et c'est pour ça que le débat est weird, parce qu'au Québec, c'est sacro-saint. Et tout le monde sait c'est quoi le processus humoristique. Il faut écrire, tout le monde est au courant de ça. La culture humoristique est très forte au Québec. Les gens savent de quoi il s'agit, ils en consomment, ça fait 50 ans, ils connaissent comment ça marche. En France, culturellement, il y a souvent eu l'acceptation du plagiat, carrément. Je veux dire, tous les chanteurs, les grands succès des années 60-70, copier-coller, mot pour mot, c'est sans gêne. Mais il n'y avait pas Internet, c'était pas la même langue, c'était autre chose. Donc, je veux dire, Johnny Hallyday, qui est un des plus grands chanteurs français, les portes du pénitencier, c'est House of the Rising Sun, c'est pas lui. Tu vois, c'est pas sa chanson. Donc, culturellement, on dirait qu'ils ont accepté ça quand même assez rapide. C'est devenu une guerre de. Je veux dire, Gad, il remplit des salles encore. Et bon, alors voilà. Donc, culturellement, déjà, il y a une grosse différence, je pense. Est-ce que les vidéos qui ont été montrées sont indéniables? Je veux dire, Gad, pour moi, c'est un héros, c'est quelqu'un de grand. Pour ma communauté, surtout. C'est le premier juif où on a fait... Il y en a un comme moi qui fait des trucs cool. Oui. Tu vois, il y a des juifs qui ont fait des trucs extraordinaires, mais c'est le premier qui rentrait dans la vague. Jamel, tu sais, il y avait quelqu'un qui on s'identifiait. Là, le premier, on a reçu le premier vidéo, là, le premier VHS. Tout le monde a fait comme, oh, c'est qui ce gars-là? Et malheureusement, ça a entaché 25 ans de carrière pour 5 minutes. Exact. Mais c'est vrai que ce 5 minutes, c'est pas correct. Et ça, je l'ai dit et je le défends. C'est mon métier et je me bats tous les jours pour être original. C'est dur, ça fait partie. Il faut et aussi faire la distinction entre deux cerveaux de comédiens qui arrivent à la même conclusion sur un sujet. C'est possible. Parce qu'on a les mêmes processus, tu vois. Qui a inventé le téléphone? Est-ce que c'est Bell ou l'Italien? Ils ne se sont jamais parlé, mais 3 mois avant, l'Italien, il avait fait le truc déjà. Alors, bon. Donc ça arrive. Mais après, quand c'est les gestes, les mots, les faits, la façon de jouer, ouais. Tout le monde peut faire un filet de saumon, mais il y en a un qui est Michelin, il y en a un qui est dans un resto de quartier. C'est du saumon, mais c'est pas la même chose. C'est des belles comparaisons, mais est-ce qu'en ce moment-là, est-ce qu'on se dit, c'est une raison pour laquelle vous n'aimez pas quand vous filmez pendant que vous prestez? Oui, c'est un art qui se consomme sur place et qui est dur à créer. Et c'est un art d'instantanéité. Une chanson, plus tu l'écoutes, plus tu développes un attachement. On a tous des chansons qui nous ramènent à un endroit précis, à une personne précise, à un goût précis. Moi, j'ai de la musique, je la goûte. Je sais pas, c'est bizarre, ça me ramène à un resto. Bon. L'humour, c'est la surprise. Là, bang, je t'ai mis une claque. Waouh, je l'ai pas vu venir, cool. C'est ça. Alors, si tu sais que la claque, elle s'en vient, tu attends, là. OK, attends, il y a une claque qui arrive. Alors, on peut pas... ça vieillit pas, l'humour. Ça vieillit pas bien. Il y a des grands numéros d'anthologie qui ont bien vieilli, mais règle générale, on donne quelque chose et c'est une réaction, c'est réflexe. C'est pas réfléchi. C'est pas un art que tu consommes, tu le subis, là. Tu vois ce que je veux dire? Alors, oui, on n'aime pas se faire filmer parce que si après quelqu'un coupe, il y a une question de contexte aussi. Je dis des phrases que si tu prends la suite des 5 mots, terrible. Mais si tu prends les 2 phrases avant et 2 phrases après, bien, même cool. Tu vois? Donc il y a tout ça et on veut garder cette liberté artistique de choisir comment performer, quoi donner, devant qui. C'est important, c'est notre droit. Mais est-ce qu'on peut aussi partir de l'idée où il y en a qui ne sont pas connus, qui font des blagues, comme les jeunes, les nouveaux qui arrivent, et ceux qui sont vraiment connus et qui... comme prennent parfois des blagues. Il n'y a pas de problème, mais ça se vend. Moi, demain, si j'écris une chanson, là, et Céline Dion, elle m'appelle, « Waouh, j'aime ta chanson. Merci Céline, je veux la chanter. Quel honneur. Voilà qu'est-ce que ça coûte. » Ça, c'est mon travail. C'est pas parce que tout le monde... Alors, c'est ça l'affaire, c'est que l'humour, c'est dur à quantifier, parce que tout le monde est capable. Tout le monde génère du rire. Contre lui, avec lui, tout le monde. Tu es tombé, tout le monde a généré du rire. Mais générer du rire de façon stable, tous les soirs, peu importe les conditions, ça, c'est du travail. Et du travail, ça se paye. Et tout le monde est capable de cuisiner, encore une fois, mais pas tout le monde est capable de charger $200 pour une assiette. Mais il y en a que oui. Et tu payes et tu dis, ouais, je peux rajouter 50, waouh, c'était malade. Mais c'est ça. La musique aussi, c'est ça. Il y a 7 notes. Vas-y. Mais vas-y, fais-le. Tu as tous les outils. Le jeu d'échecs, c'est un des jeux les plus simples. Lui, il fait ça. Lui, il fait ça, lui, il fait ça. Bon, il y en a qui sont contre des ordinateurs, il y en a qui ne savent pas quoi faire. Pourtant, le jeu est simple.
C'est la même chose. Alors qu'on ne veut pas se faire filmer, on veut pas, parce qu'après, nous, pour monnayer notre travail, il faut être capable d'en vivre. Oui. Je veux dire, j'ai presque 35 ans aujourd'hui, je ne peux pas juste... l'art, oui. Et comme je t'ai dit, je suis chanceux de faire ça dans la vie. Mais ça reste un travail, donc il faut que, si quelqu'un veut acheter mes choses, le paye. Un billet de spectacle. Ou si une télé veut la vendre et la diffuser, faire de l'argent avec, super, mais il y a un prix. Et c'est pas malicieux, c'est ce que c'est. Alors, le message est vraiment clair pour ceux qui ne comprennent pas, parce que des fois, on arrive dans les spectacles et on voit les gens, on va dire, ils n'enjoyent pas le moment. Tu sais, ils sont là en train de filmer. Mais au-delà de qui va payer mon travail, toi, tu es spectateur. Le but du jeu, c'est que tu fasses un truc comme il doit être fait. Ouais. Tu vois, tu peux pas aller à la ronde et t'amener un jouet pour te distraire. Tu es à la ronde, il y a des manèges, man. Vas-y, rentre dedans, là. Ouais. Tu vois, je te disais, hors d'onde, j'étais voir un concert de Red Hot Chili Pepper, le gars devant moi, il avait son téléphone tout le show. À un moment donné, je suis devenu fou, je l'ai frappé sur l'épaule, je lui ai dit, mec, tu es là, tu as payé ton billet, tu as payé le stationnement, tu as engagé la gardienne, mais regarde, rappelle-toi-en. C'est bien des souvenirs, tu vas pas aller revoir le vidéo. Anyways, la qualité, c'est de la merde. Tu es là, garde un souvenir, ça va être beau. Tu sais, Alors, tu vas un t'en très rappeler bon de ce que tu as point. senti. Et Un c'est ça que je très dis bon aux gens, point. ne filme pas, sens quelque chose. Ris, sois dérangé, sois interpellé, mais au moins, moi, mon but, c'est pas juste de te faire rire. Je suis parti, je suis pas du McDo, là, je veux pas juste remplir la panse. Moi, mon rêve, c'est que tu ris, et dans la voiture, après, tu dis, putain, c'était drôle, mais en même temps, C'est où on magnifique. se rejoint dans ce comportement. Tu as vu, moi aussi, toi aussi, tu as vécu comme ça avec le petit, waouh, c'est cool. Ou jamais on a vécu ça, je savais même pas que ça existait, cette réalité-là. C'est possible. Ouais. Et c'est ça, on veut pas, oui, on est des clowns, on est des bouffons, on est des fous du roi, mais on aspire un peu plus aussi aujourd'hui, là. Ah, ça, c'est très bien dit. Alors, Nive, encore une autre fois, on se retrouve, chers téléspectateurs, après la pause. Nous voilà de retour sur le plateau personnalité avec Nive. Ça a lieu encore. Alors, Nive, là, on vous voit dans les premières parties de Louis-José Hood. Oui, madame. Comment c'est arrivé que Ça aussi, c'est... vous avez été choisi dans la foule? Écoute, c'est très simple. Je faisais les premières parties de Simon Gouache, qui est un ami à moi, qui est dans la même boîte que Louis-José, qui est Faneuf, grosse boîte de prod québécoise. Et Simon, c'est mon ami depuis que j'ai commencé en humour, on se connaît, etc. On a fait Selon l'opinion comique ensemble, à ma TV, on était là-dessus ensemble, etc. Donc, à un moment donné, ça tournait, elle commençait à bouger un petit peu. Il me dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire mes premières parties, tout ça? Je dis, ouais, bien sûr. C'était mon ami, je voulais aussi commencer à jouer dans des salles, donc ça coordonnait bien. Et je l'ai fait pendant 1 an. Et c'est Simon qui faisait les premières parties à l'époque de Louis-José. OK. Lui, c'était ses premières parties et son premier show commençait à sortir, donc il arrivait à faire les deux. Parce qu'il ne jouait pas les mêmes... Louis-José jouait les week-ends et Simon d'habitude la semaine. Donc moi, j'allais avec Simon et Simon allait avec Louis-José. Voilà. OK. Et là, à un moment donné, Simon, ça a commencé à lever. Il vendait de plus en plus de billets, les salles grossissaient. Là, il voulait le voir le week-end, jeudi, vendredi, samedi. Donc là, ça coordonnait les mêmes dates. Et là, il n'arrivait plus à faire les deux. Oui. Donc là, il a dit, écoute, il faut que je m'arrête la première partie. Mes affaires vont assez bien. Je vais voler de mes propres ailes. Et avec la bénédiction de Louis-José, bien sûr. Et là, Louis-José avait besoin d'un remplaçant. Et donc, Simon a dit, écoute, Nive, il fait mes premières parties. Il est vraiment solide. Je pense qu'il fit très bien avec toi, avec l'ambiance et tout ça. Essaye-le, je te dis, et là ils sont comme, tu vas le perdre, ça me dérange pas, ça sera bon pour lui, tu vois, c'est un vrai pote, d'ailleurs, merci Simon pour cette passe. Et là, on m'a essayé, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, écoute, voilà, ce week-end, il est à Brossard, tu veux faire vendredi, samedi, ouais, j'y vais, ça marche, du tonnerre. Et là, lundi, on m'appelle, on me dit, écoute, libère ton calendrier, on t'envoie des dates. Wow. Ok, là, je reçois comme 80 dates, man, c'est jamais arrivé. Ma notification, là, du calendrier, elle a fait, 80. pow, 80, je dis, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est Louis-José Hood, ça joue 3-4 shows semaine, tu vois, c'est un gros vendeur. Et là, je reçois tout ça, et là, je dis, alors, ça veut dire quoi? Ben, ouais, c'est officiellement sa première partie, c'est toi qui as le gig. Waouh, là, j'ai capoté, parce que c'est d'abord le prestige de travailler avec lui. Oui. C'est un des plus grands, si ce n'est le plus grand au Québec. Oui. Ensuite, le voir travailler. J'ai accès à lui. Tu vois, pour un humoriste, c'est cool d'avoir accès à un patron, là, de voir pourquoi ça Mais marche. oui. Et surtout quand c'est dans le domaine même. Voilà, dans lequel je tu sais évolues. qui il est. Comme consommateur, j'ai Oui. consommé ce qu'il fait. Oui. Mais comme collègue, et de le voir et de le vérifier, on fait la même chose devant les mêmes gens. Alors pourquoi lui, waouh, là je le sais. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, grâce à lui, ça t'a un peu nourri aussi de ton côté professionnel? Certainement. Il a une rigueur de travail, un sérieux dans ce qu'il fait,
qui est, waouh, c'est vraiment d'un autre niveau là. J'ai vu des gens sérieux, je me considère investi dans ce que je fais, mais de ce calibre-là, c'est rare, Et c'est pour ça qu'il est au top. Pas parce qu'il est sympa, non, parce que c'est un chirurgien du cerveau là. Le mec, il est, ouais. Alors de voir ça, ça te dit, mais si encore lui, après 20 ans, presque 2 millions de billets vendus, il est encore à ce niveau-là d'implication, bah, qu'est-ce qu'il laisse pour nous là? Bon, bah allez, go. Alors tu vois, ce genre de... Ouais. Même la relation avec ses fans, comment être une star. C'est quelque chose, être une vedette. On veut tous, mais une fois arrivé, faire attention, c'est une vedette maintenant. Et surtout garder la tête haute, tu sais. Haute et l'humilité. Oui. Tu es au Québec. Ici, on ne trie pas les flashs. Tu es à Los Angeles, montre ton succès. Tu as fait de l'argent cette année? Ouais, ma voiture, elle est 2 millions de dollars, toi. Tu vois, c'est ça, les States. Ici, pas du tout. Tu travailles fort? Ouais, je travaille fort. Ah, c'est cool. C'est ça, le Québec. Wow. On a des gens qui travaillent. Et là, tu vois l'exemple. Et tu vois les gens devenir fous devant lui. Et des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, ce que tu veux, là. Toutes les couleurs, là. Tout le monde... Le José Hood, tu vois. Alors pour moi, ça a été énorme et on continue une année encore jusqu'à la fin novembre 2020. Donc c'est tombé comme une bénédiction, franchement, et on est dans les meilleures conditions, les plus belles salles, le meilleur public, les plus beaux hôtels, tu vois, tout est parfait. Le là. luxe qui vient avec aussi, tu sais, c'est magnifique justement de vivre ça et surtout aussi toi-même de te focaliser et puis de te dire où est-ce que je vais. Ouais, et il y a des trucs que tu dis, bah ça oui. Ça, je pensais que, mais peut-être pas, tu vois, finalement. Il y a des responsabilités aussi avec être un grand vendeur et des sacrifices à faire. Et tu sais, quand on voit des artistes, on dit, ah, mais lui, c'est pas facile. C'est pas facile d'être au top. Tu sais, il y a des gens on veut toujours expliquer le succès. Il y a toujours une raison de, ouais, mais il a fait ça. Ouais, mais attends, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, tu sais. Wow, c'est très beau ce que vous dites. Et puis là, on réalise justement qu'il y a un grand travail derrière tout ça. Et puis nous, on vous souhaite le meilleur. Et puis Nive, on sait qu'il y a des dates à venir. Oui. En février, je vais être à Gatineau avec mon One Man Show, le 8 février. C'est le même soir où on diffuse mon gala Juste pour rire à la télé, donc vous allez voir ça. Sinon, en général, suivez-moi sur les médias sociaux. C'est le même pour toutes les plateformes. Nive Humoriste, donc N-E-E-V Humoriste. Et toutes mes dates de spectacle. Je suis en rodage de mon One Man Show. Ça s'en vient très vite, très bientôt, très fort, je l'espère. Donc venez me voir en salle, c'est la meilleure façon. Ou à l'épicerie, je suis sympa aussi, avec les tomates. Alors, beaucoup d'imitations aussi que vous faites, hein? Oui, beaucoup d'accents. Je suis terrier, comme on dit. Je les ai tous. Alors, c'est magnifique. Alors, Nive, on vous remercie. Merci à toi. Vraiment pour votre visite sur notre plateau. Et puis, on espère vous suivre à Gatineau le 8 février. Ouais, mais il y a d'autres dates. Venez nous voir sur les sites. Je vais vous dire tout. Parfait. Alors, merci beaucoup, Nive. Merci à toi. Alors, chers téléspectateurs, nous voilà à la fin. On se voit le jeudi prochain avec une nouvelle personnalité. Au revoir.